informations, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Elles-mêmes ne pourront pas aller porter plainte parce qu'elles ne sauront justement pas comment les faire, ou bien elles seront arrêtées à cause des menaces qu'elles vont recevoir à gauche et à droite. Sœurs de Notre-Dame, dans les cas de justice et paix, nous recevons ces informations et nous acquis des droits et nous essayons de suivre ça. Je me suis fait comprendre. Et nous nous sommes rendus compte qu'un tel ministère est très compliqué pour pouvoir les mener seuls. On se dit, quand on est ensemble, nos voix peuvent être amplifiées. Nous pouvons poser des actes ordinaires et obtenir des résultats extraordinaires. Nous avons réalisé qu'ensemble, nous pouvons surmonter les défis même les plus difficiles. Par exemple, ce dont je viens de parler, nous ne pouvons pas, un tel ministère, un tel engagement pour justice et paix, nous ne pouvons pas l'exercer seul comme congrégation. Parce que facilement, on va vous cibler et on pourra vous décourager. Alors que lorsqu'on est ensemble, on peut me faire taire moi, mais on ne saura pas vous faire taire à 5 à 6. Moi, on me fait taire, mais 4, 5, 6 personnes vont élever la voix et ça va aller plus loin. D'où la nécessité de travailler ensemble pour les sœurs de Notre-Dame. Et comme chrétiens et comme religieux, nous avons compris aussi que notre engagement pour justice et paix porte haut et loin les flambeaux lorsqu'il est exercé avec d'autres personnes. D'autres personnes comme les papas, les mamans qui sont ici. Parce qu'il y a des réalités, il y a des subtilités que nous, enfermés dans nos couvents, nous ne pouvons pas comprendre. Mais que nos mamans, nos frères et sœurs qui sont dans la masse sociale appréhendent bien et pourront bien rapporter pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Je me fais comprendre. C'est comme disait la sœur Oukaria, quand les toiles d'araignée se réunissent, elles peuvent ligoter un lion. Et lorsque les fils de la veuve s'entendent, ils peuvent vendre les vents. Les vents, personne ne peut les saisir, non? Personne ne peut saisir matériellement les vents. Mais quand les fils d'une veuve se mettent ensemble, ils peuvent saisir les vents et ils peuvent les vendre. Simplement pour dire qu'ils peuvent trouver des solutions à des questions qui sont très difficiles. Et surtout dans le contexte mondial actuel caractérisé par la recherche des intérêts privés et égoïstes, travailler ensemble est une façon de témoigner de comment donner la priorité aux objectifs communs et aux biens communs plutôt qu'à la gloire et aux réalisations individuelles. Quand on regarde dans le monde, toutes les guerres par-ci par-là, c'est parce que chacun cherche à imposer son hégémonie. Chacun cherche à devenir fort seul. Or, lorsqu'on est ensemble, on peut étouffer ses intérêts égoïstes pour chercher les biens communs et l'intérêt de tous. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons justement mettre fin à la tendance de ce qui nous divise. Aussi, en intégrant et en impliquant les principaux concernés, les personnes qui ont besoin de notre aide, nous pouvons identifier les besoins réels qui nécessitent de changement. Car au lieu que nous arrivions avec des solutions, il conviendrait que les personnes disent ce dont ils ont besoin. Plus concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Vous arrivez, c'est comme ça que nos activités de développement échouent. J'arrive à l'ICACI, moi je viens avec un projet. Je n'écoute pas les gens qui sont à l'ICACI, je ne discute pas avec eux pour savoir quels sont leurs besoins réels. Moi, je viens leur imposer une vision en disant, pour vous sortir par exemple de la pauvreté, de la misère dans laquelle vous vivez, nous allons commencer à vendre de l'eau. Mais est-ce que vendre de l'eau est le besoin fondamental ou les véritables besoins de ces gens-là? Non, il faut savoir rentrer, s'ancrer dans la société, identifier avec
les bénéficiaires, les personnes concernées de notre aide, quels sont leurs besoins. Et au lieu de leur apporter des solutions déjà faites, nous commençons à identifier les besoins, nous commençons à étudier avec elles quelles sont les solutions, quelles sont les méthodologies à employer pour atteindre finalement les objectifs voulus. De nos jours, le pape et l'Église sont en train d'appeler les bonnes personnes à travailler ensemble pour créer une société bonne et humaine. Le pape insiste sur l'importance de construire un réseau solide pour travailler à changer la structure du mal dans notre société. Le mal est général, aussi bien dans le monde civil et même dans notre monde ecclésial. Et pour pouvoir y donner de bonnes solutions et éradiquer ce mal, nous devrons, c'est une nécessité et une importance de nous mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un fait, moi je pourrais le trouver comme si ce n'était pas un mal. Mais d'autres personnes l'identifient ou l'analysent comme un mal. Et quand toutes ces idées sont mises ensemble, on s'écoute, on collabore. Moi je vais dire, faire ceci n'est pas un mal. Maman, papa, ils vont dire non, c'est un mal. C'est un mal pour la société, c'est un mal pour l'Église dans ceci et cela. Qu'est-ce que nous devrons faire pour pouvoir éradiquer ce mal? Maman dit ceci, papa dit là, ma soeur donne telle autre idée. Quand nous fédérons toutes ces idées, nous pouvons lutter véritablement contre ces fléaux de mal et apporter la paix, la justice et le bonheur à notre société. Les sœurs de Notre-Dame travaillent donc pour pouvoir donner une réponse juste dans un monde marqué par des divisions et des inégalités croissantes, et à travailler avec toutes les personnes pour transformer consoeurs comme sœurs de Notre-Dame de Namur. J'aimerais pour clore mon propos dire, chers frères et sœurs, qu'un tel engagement sérieux pour des questions de justice et de paix n'est jamais sans risque. Laïcs comme religieux, nous ne devrions pas nous trouver dans ces questions-là. Et donc, nous serons découragés, attaqués par-ci, par-là. Mais quand on regarde que l'objectif vise l'intérêt de tout le monde et les biens communs, nous ne devrons pas nous décourager. Nous, comme ceux de Notre-Dame de Namur, dans notre engagement pour justice et paix, il y a certaines de nos sœurs qui sont arrivés jusqu'à donner de leur vie. On a une Américaine qui, au Brésil, était toujours à côté des indigènes qui luttaient pour leur terrain. Et le sort de sœur Dorothée, c'était quoi? Elle a été purement et carrément assassinée. Une Américaine qui est morte au Brésil parce que justement, elle accompagnait les indigènes qui luttaient pour leur terrain. C'est pour dire que notre engagement connaît des problèmes, votre engagement et notre engagement à tous
connaîtra des problèmes, des critiques. Mais les critiques, à l'instar de Jésus, qui pour le bien qu'il cherchait avait été crucifié à la croix, nous ne devions pas nous arrêter. Que le Seigneur, qui le premier a fait cette expérience, nous assiste et nous éclaire de son esprit. Je dis et je vous remercie. Merci, Sœur Chantal. Maintenant, on va nous engager que cette histoire, la mentalité africaine, il m'a dit, si ça marche par l'avance, on va essayer de la ce que très petit comme ça, hein? Je mélange. C'est franglais. Les mythes sur l'Afrique. Bon. Je veux commencer à dire que la croyance et comportement, ça c'est très important. Il existe une relation complexe entre croyance et comportement. Les croyances ont eu l'impact profond sur le comportement et la perception et de soi-même. Ça, c'est très important. Si je crois, par exemple, que mon frère là-bas, Bénédicte, est un homme très dangereux, hein? Si je vois sur la route, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois fuir. Même s'il n'y a pas de couteau, de fusil, rien, je vais fuir. Parce que dans mon cœur, dans ma tête, il est dangereux. Un homme très dangereux. Je veux répéter ça. Parce que c'est très, très important pour n'importe qui. Bon. Il y a un homme et femme, c'est qu'on dit Thomas et Thomas. Hein? Une mari, sa femme, qui écrit un livre, The Child in America. C'est très long. Hein? Bon, c'est la théorie. Si les hommes et les femmes aussi définissent les situations comme réelles et ne sont réelles pour leurs conséquences. Ça, c'est très important. Cette déclaration a de profondes
implication pour nous tous. Je viens de donner un exemple avec mon copain, Bénédicte. Si je crois qu'il est un homme dangereux, ça fait pas tout. Et la peur n'a rien à faire avec lui. Non? Parce qu'il n'est pas dangereux. Il est un homme très agréable. Je peux dire ça. On travaille ensemble dans les jeunesse. Il est un homme très agréable. Mais si je crois qu'il est un homme dangereux, ça va me déranger tout le temps. Deuxièmement, il y a le mythe qu'on voit ici, partout dans le monde. Par exemple, le numéro 13. Hein? Pardon? 13. Oui, le numéro 13, il y a quelques gens au monde qui sont très pour ce numéro. Surtout si le 13 est encore vendredi 13. Ah, la porte se double. Rien à faire. Même dans quel pays, par exemple aux États-Unis, les grands bâtiments, tu as premier étage, 2, 3, 5, 4, 10, 12 et 14. Il n'y a pas l'étage 13. Parce que si tu fais l'étage 13, personne, sauf peut-être toi et moi, personne ne loue pas l'étage 13. La peur. Hein? Tu es avec moi? Oui. Bon, c'est très important parce qu'on commence à faire l'état petit à petit. On peut dire, c'est quoi ça avec l'exploitation de mines? Attendons, on va voir, parce qu'on va arriver là-bas. Les liens de l'Afrique, je veux parler des liens de l'Afrique avec le reste du monde. Je vais prendre un peu l'histoire, l'approche historique que vous connaissez déjà. La traite négrienne au XVe siècle. L'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal et le Pays-Bas.
Ils vont aider les Africains. Hein?